Bonjour à tous. Ça y est, on est en direct. Dites-nous bonjour dans le chat pour ceux qui sont déjà avec nous ce matin. Savoir si vous nous entendez bien, si nous vous voyez bien. Bonjour Sarah, bonjour Élise, bonjour Jennifer. Ah bon, je ne peux pas nommer tout le monde, vous êtes nombreux. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir à cette table ronde e-Academy. Notre but avec cette série, c'est de montrer que l'IA, c'est pas uniquement un truc de codeur, ça concerne tout le monde et ça a un potentiel immense, notamment pour tous les professionnels du marketing et de la communication. Donc aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce qu'en 2024, on peut intégrer les outils d'IA générative dans sa stratégie marketing, comment on embarque son équipe, mais aussi quelles sont les implications et les défis qui peuvent se présenter à nous, notamment en matière de réglementation et de sécurité. Donc pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'être entourée de 4 experts que vous voyez à l'écran également. Nous avons Perle Bagot, qui est associée fondatrice et directrice générale du Hub Institute. Le Hub Bonjour. Institute, bonjour Perle. Le Hub Institute, c'est un think tank digital qui accompagne les grandes entreprises dans l'accélération de leur transformation digitale. Et Perle, tu es également chroniqueuse des émissions télé Les Décideurs de l'écho et Tech Co sur BFM Business. Exactement, ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Ravie de t'accueillir, merci Perle. Ensuite, nous avons Harry Coutts, qui est Senior Manager Innovation chez Servance Consulting. Harry, tu accompagnes des entreprises dans leurs problématiques de transformation digitale et en parallèle, tu es aussi le créateur des sites Tech Génération, qui produit des brèves sur l'actualité de la tech, et Cuisine Génération, un générateur de recettes de cuisine, qui sont 2 sites générés par ChatGPT. Bonjour Harry. Bonjour, au plaisir d'échanger. Super. Et Harry et Perle, du coup, vont nous parler de notamment d'exemples d'applications concrètes de l'IA pour les équipes marketing des grandes entreprises. J'ai aussi le plaisir d'être accompagnée de Perrine Pelletier, avocate à la cour, associée du cabinet Datavalo. Perrine, tu as en particulier accompagné l'Alliance de la presse d'information générale pour la négociation avec Google et Meta des tout premiers contrats de mise en œuvre des droits voisins des éditeurs de presse en Europe. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des enjeux juridiques liés à l'utilisation de l'IA, notamment en matière de propriété intellectuelle, de data, de conformité RGPD. Bonjour à tous, ravie de participer à cette belle table ronde. Je suis très bien entourée pour évoquer ces sujets ici avec vous. Merci et bienvenue Perrine. Et enfin, Jérémy Friedman, qui est responsable sécurité des systèmes d'information chez PlayPlay, qui est une plateforme de création vidéo en ligne. Jérémy, au cours de ta carrière, tu as été aussi responsable du premier data lake de données aéronautiques chez Airbus. Et aujourd'hui, chez PlayPlay, tu orchestres la sensibilisation des équipes aux risques inhérents à l'usage de l'IA et tu veilles à une intégration sûre et efficiente de cette technologie. Bonjour Jérémy. C'est bien moi. Bonjour à tous et merci Anti. Bienvenue à tous les 4. Moi, très rapidement, comme Jérémy, je travaille chez PlayPlay. Je suis en charge de notre stratégie de contenu au global et de la communication produit de PlayPlay. Et je suis super, super heureuse de modérer cette table ronde aujourd'hui parce que on intègre de plus en plus l'IA à nos processus dans l'équipe marketing et aussi dans notre plateforme de création vidéo avec des nouvelles fonctionnalités comme la création d'une vidéo à partir d'un prompt, la génération de voix off, les sous-titres automatiques, etc. Donc, c'est des sujets qui résonnent vraiment beaucoup chez nous en ce moment. Juste avant de commencer, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, on a une petite question pour vous. Vous pouvez nous répondre dans le chat. Est-ce que vous avez déjà testé des outils d'IA générative dans le cadre professionnel? Vous pouvez juste nous dire oui ou non dans le chat. Ouais, ChatGPT. Ah, une avalanche de oui. Beaucoup de oui, notamment ChatGPT, qui revient beaucoup. L'IA de Notion aussi. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise. Bard, Copy AI. Super. Ouais, donc vous êtes vraiment une écrasante majorité à avoir testé ce type d'outil. Et c'est vrai que c'est pas si surprenant que ça. Faut savoir que la France, c'est le 4e pays au monde à utiliser ChatGPT en nombre d'utilisateurs, après les États-Unis, l'Inde et le Japon.
et que l'IA, c'était dans le top search Google 2023 en France. Donc, il y a un vrai engouement autour du sujet. C'est une opportunité immense pour les entreprises et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une première question pour Harry. Harry, on parle d'IA générative. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est l'IA générative, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Alors, traditionnellement, on parle d'IA pour des tâches que l'on pensait réserver aux humains et aux animaux et qu'une machine va pouvoir répéter. Et jusqu'à il y a quelques années, ces IA étaient cantonnées à ce qu'on appelle des rôles de discrimination. Par exemple, je vois une photo et je peux dire il y a un chat dedans ou il n'y a pas un chat. Et ce qui s'est passé avec plusieurs types de nouveaux modèles, c'est qu'on a pu aller un peu plus loin et créer du nouveau contenu, générer des choses qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et ça a été permis à la fois par des nouvelles découvertes, on parle beaucoup des transformers pour ChatGPT, mais aussi par l'évolution des GPU et des machines qui sont de plus en plus puissantes et le fait qu'on puisse collecter de plus en plus de données, ce qui pose énormément de questions et je pense que Perrine reviendra sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, on est capable effectivement de générer du contenu qui n'a jamais existé, qui n'a pas été créé par un humain, à la fois textuel, mais aussi d'images, de vidéos, vocales, de musique aussi, qui est un sujet que je regarde en ce moment. Et donc, on peut vraiment avoir cette espèce de créativité. Au départ, d'ailleurs, on appelait beaucoup ces IA des IA créatives plus que génératives, parce qu'elles avaient un sens en plus qui était celui de créer, de générer du contenu non existant. Super, très très clair. Merci, merci Harry pour cette remise en contexte. Perrine, il me semble qu'il y a aussi une définition juridique de l'IA aujourd'hui. Oui, c'est important. Vous savez, en droit, on aime bien définir pour savoir de quoi on parle, pour pouvoir réguler et encadrer. C'était important dans la définition, dans l'appréhension réglementaire, de distinguer ce qui est un logiciel, parce qu'in fine, on va parler de code. Donc, qu'est-ce qu'un logiciel qui a été jusqu'à présent déjà réglementé, enfin, il y a déjà du droit à propos des logiciels, par rapport à l'IA. Et donc, sans vous lire la définition, parce que c'est pas forcément fun, c'est plutôt vous rappeler que le critère différenciant, ça va être l'inférence. En tout cas, c'est ça qui a été retenu, l'inférence sur le code par rapport à un code qui serait généré par une personne physique. Et donc, en fait, c'est cette notion d'autonomie et d'auto-apprentissage ou d'apprentissage basé sur la machine, comme on dit selon les notions que vous entendez, machine learning, etc. Et c'est cette manière-là de générer du code et des outputs et des évolutions même du code automatiquement qui est prise en compte comme de l'IA qui va être dorénavant réglementée, sans rentrer tout de suite dans les détails de la réglementation. Effectivement, juste pour poser un cadre pour que tout le monde parte au même niveau là-dessus, il y a une réglementation en cours d'adoption à l'échelle européenne et c'est de ça dont on parlera beaucoup au fil des interventions. Merci beaucoup, Perrine. Et donc, ces outils, comme vous l'avez expliqué tous les deux, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui dans le monde. Ils ont pris une place très importante dans nos quotidiens. C'est pour ça que justement, on a besoin aussi de les réglementer et d'avoir des définitions précises de ce que c'est. Et ces outils, ils font aussi évoluer nos pratiques. Comment, plus précisément, la communication et le marketing sont en train d'évoluer à l'heure de ces outils d'IA générative? Perle, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que l'impact de l'IA générative sur, on va dire, les métiers ou sur les secteurs qui ont pour vocation de produire du contenu, finalement, c'est la face la plus immergée de l'iceberg et c'est ce qu'on peut voir de manière directe et qu'on peut expérimenter tous au quotidien. Et peut-être à 2 niveaux. Le premier, c'est sous un angle en fait de productivité. L'IA générative, comme son nom l'indique et comme Harry l'a expliqué au début, c'est ce qui va permettre de générer en fait du nouveau contenu sur la base d'un contenu existant sur lequel en fait ces algorithmes travaillent. Donc on va pouvoir produire beaucoup plus de contenu plus rapidement. Et puis effectivement, la promesse, c'est aussi de manière en fait de manière plus pertinente, plus personnalisée quand on parle d'expérience client. Donc c'est vraiment un gain de temps, de ressources, puisqu'il y a un point très important avec l'IA générative, je trouve,
dans son approche, dans ce qu'elle peut apporter à la communication et à l'industrie, on va dire de manière générale créative, c'est finalement quelque part c'est le fait de s'affranchir de barrières techniques, technologiques, de compétences spécifiques, ou avant, par exemple, pour ceux qui ont déjà testé, j'ai vu dans le chat certaines applications de génération d'images, donc de texte to image. On n'a pas besoin en fait de maîtriser des outils. On n'a plus besoin de maîtriser, je sais pas moi, Adobe, Illustrator ou des logiciels de 3D complexes qui demandent souvent en fait de la formation, qui demandent des années de pratique et de l'expérience. Aujourd'hui, en langage naturel, c'est ça tout le sujet en fait de l'IA générative, c'est qu'en fait sur la base du langage naturel qui est le nôtre, on va pouvoir demander, on va pouvoir créer du contenu, donc typiquement des images, même en fait des formats vidéo. Donc on s'affranchit finalement de ces barrières technologiques pour pouvoir produire du contenu. Et typiquement, il y a 2 chiffres, je trouve, qui sont intéressants, qui sont sortis d'une étude de Forrester. Le premier, c'est d'ici à 2025, 30% des messages marketing seront produits grâce à de l'IA générative. Je pense que je me pose la question de savoir si ça va pas être pas plus et plus tôt. Quand on voit la rapidité aujourd'hui des applications et de l'appropriation de ces contenus, alors il y a des enjeux juridiques assez forts dans les entreprises, donc c'est ça qui réfrène un peu l'évolution, mais on voit que ça va quand même assez vite. Et un deuxième que je trouve aussi très intéressant, d'ici à 2030, 90% des blockbusters américains, donc finalement des films à gros budget, seront générés via l'IA générative, c'est-à-dire du texte to image. Donc, à travers ça, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend en fait plein de choses, vraiment la transformation des métiers, de l'industrie, de la production de contenu, de la manière de produire ce contenu-là. Donc, on retrouve un peu notre notion de productivité et puis effectivement la notion de créativité, puisque finalement, c'est l'accessibilité à tous de pouvoir produire du contenu. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses juste avec un iPhone et avec des logiciels, un logiciel ou une application d'IAGène. On peut faire beaucoup de choses là où avant, il fallait des investissements, du matériel, du temps et des compétences. Et aujourd'hui, il existe plein de choses sur Internet accessibles en termes de guides, de pratiques pour apprendre à prompter, pour avoir les bonnes références, notamment culturelles, cinématographiques, de photos, pour pouvoir faire son prompt le plus précis possible et le plus fidèle à ce qu'on a en tête. Donc, du coup, pour reboucler la boucle par rapport à ta question, Antinéa, c'est qu'effectivement, l'IA générative est en train de bouleverser profondément les métiers de la communication et du marketing de manière plutôt très positive, je trouve, parce que en fait, ça ouvre un champ des possibles assez extraordinaire, de pouvoir se libérer finalement de contraintes techniques, financières, de ressources qu'on avait avant, que petit à petit, on va pouvoir effectivement s'affranchir. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ça se fait de manière quand même très rapide. Ouais, merci beaucoup, Perle. Et effectivement, tu le disais, ces outils d'IA générative nous permettent, sans être forcément experts en graphisme, en dessin, par exemple, de pouvoir créer des contenus. Est-ce qu'il y a quand même des compétences qui sont nécessaires pour maîtriser ces outils quand aujourd'hui, on est professionnel du marketing et de la com ? Perle ou Harry, si vous voulez. Il y a une notion qui est assez intéressante. Effectivement, il y a énormément d'outils qui existent, qui sont très très simples à utiliser. Donc, il y a une barrière à l'entrée qui est très faible. Et il y a aussi un peu quelque chose qui est assez nouveau dans l'innovation, c'est qu'on est sur quelque chose que tous les utilisateurs ont utilisé avant même que ça arrive au travail. Et donc, on a aussi des gens qui sont auto-formés, qui ont pu commencer à se dire comment je l'utiliserai dans un cadre de travail. Maintenant, ce que je vois dans le chat, c'est que tout le monde utilise ChatGPT pour le travail, ce qui est une très très mauvaise pratique, et Jérémy vous l'expliquera probablement. Et en fait, la barrière qu'on constate la plus difficile aujourd'hui pour les entreprises, c'est comment intégrer ça dans des processus existants avec des niveaux de sécurité, de normes qui sont obligatoires en fait pour un grand nombre d'entreprises. Et comment justement, tout en bloquant ChatGPT, intégrer ces outils-là, mais dans un processus qui leur permettrait de rentrer dans ce qui se fait aujourd'hui dans l'entreprise. Donc on est aujourd'hui sur ce type de sujets qui sont un peu complexes.
Il y avait quelqu'un qui disait qu'ils utilisaient un outil interne de chez Orange, donc il y a pas mal d'entreprises qui ont créé leurs outils internes, qui les ont intégrés dans des processus. Il y a aussi, comme disait Perle, un certain nombre de guidelines, comment utiliser. Il y a effectivement plein de tutoriels sur Internet, mais la réalité, c'est comment l'utiliser au sein de mon entreprise. Ouais. Comment est-ce que je peux faire passer mes messages? Comment est-ce que je peux être certain que ce qui est généré correspond à ce que l'entreprise veut faire? Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore en train d'être travaillé sur des charts, sur des pré-prompts systèmes, ce qu'on appelle donc des constructions qui vont être impliquées pour l'utilisateur. Et donc c'est ces travaux-là qu'on est en train de travailler avec les clients notamment sur cette évolution aux côtés du marketing. Pour rebondir sur ce que tu dis, Harry, c'est vrai que le premier enjeu, peut-être en termes de cybersécurité, c'est déjà d'impliquer les équipes cybersécurité dans ces démarches-là. L'utilisation de ChatGPT, en fait, en soi, c'est peut-être pas un problème, mais il faut que les équipes cybersécurité, et je pense que côté légal, Perrine, tu vas me suivre, il faut qu'on soit au courant. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner le métier pour avoir une sorte de cadre en fait à l'utilisation de ChatGPT. Il y a des risques qui existent, on y reviendra un peu plus tard. Clairement, cette technologie amène des risques de sécurité qu'il faut mettre en lumière et sensibiliser et responsabiliser les gens. Mais le but premier d'une équipe cybersécurité, c'est d'accompagner et au lieu d'interdire, parce que je pense, et en voyant les réponses d'ailleurs dans le chat, je pense que c'est illusoire de croire que personne en entreprise utilise ChatGPT avec des accès personnels pour travailler sur des choses professionnelles. Donc, je pense qu'il faut avoir bien conscience que c'est utilisé par tout le monde et du coup, accompagner, supporter le métier pour avoir un cadre et ne pas dépasser les limites. Ouais. J'ai envie de rebondir aussi effectivement parce que c'est vrai que c'est important de souligner cette particularité que les uns et les autres on a pu essayer ces outils-là en perso avant de les intégrer dans l'entreprise et c'est tout l'enjeu aussi de notre discussion aujourd'hui, c'est se dire finalement comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière sécure et conforme. Et bien vous l'avez dit tous déjà effectivement c'est d'abord être sensibilisé aux enjeux avec de quelles données on parle quand on va nourrir un outil d'IA générative. Puisque, comme le disait Perle, aujourd'hui, c'est tout format vers tout format. Donc, il y a quand même vraiment des enjeux de quel contenu on utilise. Est-ce que ce sont des contenus protégés ou pas et à quel titre ça fait partie des premières questions qu'il faut se poser, qui sont complètement en lien avec la sécurité. Et donc, on travaille vraiment beaucoup main dans la main avec les équipes IT pour construire des bonnes pratiques qu'on va vous s'expliciter peut-être au cours de cette table ronde. Ouais. Ouais, et effectivement, c'est des enjeux qui sont très importants et on dépasse justement juste le cadre de l'utilisation individuelle, personnelle. Il y avait une question intéressante quand on parlait justement des compétences, une question de Christine dans le chat qui nous demande quelle sera demain notre valeur ajoutée en tant que communicant. Effectivement, c'est vrai que quand on dit que des outils peuvent peut-être créer tout type de contenu, ça peut être un peu effrayant. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Peut-être le premier point, c'est qu'en fait, ces outils ne produisent que parce qu'on leur demande de produire. Donc c'est pas c'est pas magique. Donc pour moi, en fait, la compétence, elle est de maîtriser ces outils, de savoir comment utiliser ces outils et de maîtriser. Et c'est là où il y a un enjeu très important de formation et de développement de compétences. C'est que l'un des points clés d'un communicant, dès aujourd'hui d'ailleurs, à plus petite échelle et demain à plus grande, c'est d'avoir finalement, dans un premier temps, tout premier point, c'est la curiosité. C'est vraiment d'avoir cette curiosité de comprendre ce qui est en train de se passer, de comprendre quels sont les outils, de les tester. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore testé ces outils, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Alors, bien évidemment, il y a des enjeux de sécurité derrière, donc ne partagez pas d'informations personnelles, mais en fait, testez des choses. Parce que, du coup, vous allez comprendre le mécanisme. Et ensuite, il faut se former, il faut avoir les compétences pour maîtriser, et je pense que le mot est vraiment important, maîtriser ces outils. Ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, ce qu'on note quand même, c'est que, et d'ailleurs en le testant, quand vous l'utilisez, vous voyez bien que en fait, il faut
l'outil ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire que c'est un gain de temps, c'est un gain de productivité, finalement, ça va être c'est un assistant personnalisé. Mais un assistant, c'est un assistant. Voilà, c'est pas. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête. Voilà, ça reste des outils et les outils, il faut des compétences pour pouvoir les utiliser. Et je pense qu'effectivement, le mot important, c'est outil. Finalement, c'est un outil comme un autre dans la panoplie de ce qu'on pourrait utiliser. Si aujourd'hui, on devait décliner une communication sur 5 réseaux sociaux, en fait, on va pouvoir le faire sur un ou deux et multiplier le message plus facilement sur les autres parce que le format va être automatisé et refait. Mais il en reste que le message originel a bien été créé par une communication travaillée au sein de l'entreprise et sur un message qu'on veut faire passer. Donc, on reste quand même sur cette réflexion créative. Et plus on va garder cette créativité, plus ce qui va être généré va rester créatif. Là où il y a un risque que tout devienne normalisé, voire banal, parce que l'entraînement fait qu'on est sur quelque chose qui est assez normalisé. Et donc, il y a quand même ce degré de créativité qui doit être gardé par l'humain pour l'instant, en tout cas. Peut-être plus tard, on aura des surprises, mais aujourd'hui, plus on va être créatif, plus ça va se voir aussi dans ces outils-là. Mais ça reste effectivement des outils, et c'est des nouveaux outils qu'on met dans sa panoplie qui existent dans un processus existant. Et du coup, d'un point de vue juridique, bien entendu, il y a quand même dans un immense nombre de cas toujours besoin d'une personne physique responsable. Vous êtes communicant, vous choisissez finalement ce que vous assumez de diffuser. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, vous avez ces outils qui vont faciliter, fluidifier, accélérer, démultiplier les possibles. Mais in fine, votre compétence de décisionnaire, c'est la vôtre. Et je vous invite très clairement à ne pas laisser à un outil d'IA générative la responsabilité du choix final de ce qui sera diffusé en communication. Il y a dans certains secteurs, évidemment, ou selon certaines réglementations, des obligations vraiment à prouver que la décision finale repose sur un humain par rapport à des décisions automatisées. Quand on regarde un contexte vraiment de marketing et communication, par exemple, évidemment, quel est le message que vous souhaitez passer? Est-ce que c'est un message en règle, en conformité avec les règles habituelles, un message non discriminant, par exemple, un message qui ne fait pas la promotion de contenu prohibé. Je vous donne des exemples très tangibles pour vous rappeler qu'en fait, on a les mêmes règles qui s'appliquent quand bien même vous utilisez un assistant d'IA générative. Et peut-être, pardon, pour rebondir aussi, en fait, quand on teste ces outils, et peut-être ChatGPT, c'est une chose, mais essayez de tester un outil de type Midjourney ou autre, parce que pour le coup, en fait, savoir dessiner, c'est vraiment des compétences très particulières finalement qu'assez peu de personnes ont proportionnellement. Et en fait, on se rend vraiment compte que en fait, ces outils, ils ne vont venir que renforcer votre rôle de communicant, parce qu'en fait, grâce à ces outils, vous allez pouvoir aller au-delà de ce que vous pouviez faire avant. Parce que avant, moi, je sais pas dessiner. Du coup, je suis obligée, quand je veux faire un visuel ou ou en dehors de dessiner, enfin même utiliser en fait Illustrator ou InDesign ou ce genre de choses, je suis obligée de passer par un graphiste, soit en interne, soit en externe. Enfin, il faut que je fasse un brief alors. En fait, ça me demande plein de choses, ça me demande du temps, ça me demande quand même des compétences. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand j'ai voulu tester, j'avais une image très précise de ce que je voulais en tête. En fait, je l'ai juste transcrite dans le cadre du prompt et ça m'a permis de la générer. Donc, en fait, vraiment, il faut s'affranchir de oh mon Dieu, ça va remettre en cause mon métier. Ça va pas ça le remet en cause dans le fait qu'en fait, ça va lui donner une ampleur supplémentaire. Et oui, effectivement, il va évoluer. Oui, il sera plus le même. Mais honnêtement, quand on teste ces outils pour le meilleur, quoi, au sens où vous allez aller encore plus loin dans ce que vous avez de créatif, parce que il y a beaucoup moins de barrières qu'avant. Super intéressant, merci à tous. Et effectivement, c'est ce que tu disais, Perle. En fait, il faut aussi voir ces outils d'IA générative comme une manière de se concentrer aussi sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner du temps, etc. Et donc ça, du coup,
en tant que manager, les choses à retenir aussi, c'est justement essayer de, faire comprendre à l'ensemble de son équipe, qu'il faut justement être curieux, tester ses outils dans un cadre encadré par l'entreprise, pas donner forcément de données, sensibles, et cetera. Mais voilà. C'est responsabiliser, en fait, sensibiliser. On a parlé, et Perle, tu as déjà cité ce risque, c'est la divulgation d'informations sensibles. C'est quand même un des plus gros risques qu'amène l'IA générative. Qui aujourd'hui n'est pas tenté d'envoyer, de faire un copier-coller d'un énorme document et demander à ChatGPT de le résumer? Est-ce qu'on maîtrise bien toutes les informations qu'il y a dans ce document? Est-ce qu'il n'y a pas des informations sensibles, financières, qui pourraient être réutilisées contre l'entreprise? Donc, c'est vraiment être responsabiliser aussi les utilisateurs à dire attention, on ne peut pas transmettre n'importe quel type d'information à ChatGPT pour optimiser son travail. Donc, il faut vraiment agir en connaissance de cause et faire attention à ce que l'on partage aussi. Là, on rentre dans le vif du sujet, effectivement, de la sensibilisation dans l'utilisation de ces outils. Je pense que Perle et Harry vont donner des exemples qui vont illustrer encore mieux la pratique et aussi ce que Jérémy vient de vous dire et ce que je vais commenter un petit peu aussi. En termes de sensibilisation sur les enjeux juridiques, bien entendu, il y a la confidentialité des données que vous transmettez en tant qu'input. Vous connaissez les notions de input-output. Donc, pour nourrir un outil d'IA générative, vous lui transmettez des données. Ces données peuvent être évidemment confidentielles, être protégées par le secret des affaires ou être protégées par le droit d'auteur. Elles peuvent aussi engager certaines conséquences en matière de données personnelles, donc de réglementation RGPD. Je suis sûre qu'en tant que communicant, vous avez évidemment déjà été sensibilisé à ces notions-là. Un autre aspect des enjeux juridiques en cause, bien entendu, sont les questions de droit à l'image, à la personnalité. Il y a un exemple d'actualité justement qui vous a peut-être interpellé ces derniers temps avec les images créées par l'intelligence artificielle d'une chanteuse mondialement connue qui font un peu la une dans un contexte donc, d'usurpation de son image qui porte atteinte à son intimité, etc. Là, on est vraiment dans du réel. L'IA est tellement aboutie qu'on peut évidemment, sur des prompts par rapport à des données libres d'accès sur Internet, recréer des images de toutes pièces fausses, comme c'est le cas de cette chanteuse. Et bien entendu, donc ça c'est un cas extrême d'atteinte au droit à la personnalité, à l'image et à la vie privée. En tant que communicant, bien entendu, vous devez vous poser ces questions-là si vous initiez des communications ayant trait à des personnes, de vous assurer que c'est sans porter atteinte aux droits de cette personne-là. Ça, c'est vraiment le grand panel des questions préalables qu'il faut se poser, outre bien sûr les réglementations spécifiques propres à chaque secteur. Je pense au secteur bancaire, la sécurité en matière de transport. Il y a à chaque fois, selon vos domaines d'intervention, des réglementations sectorielles spécifiques qui vous obligent en fait à vous poser des questions préalables avant l'utilisation de ces outils. Et très souvent, en tout cas notre recommandation qu'on voulait formuler aujourd'hui, on est complètement raccord avec Jérémy, c'est de dire travaillez bien dans la main les équipes IT, de sécurité IT et juridique pour dresser des sortes de guidelines de bonnes pratiques pour vous permettre, vous communicants, d'utiliser ces outils sereinement. Merci Perrine. Et tu l'expliquais, on a déjà commencé à parler un petit peu d'exemples d'entreprises, de missions qui utilisent des outils d'IA générative. Harry et Perle, est-ce que vous pouvez justement nous donner peut-être un petit peu plus d'exemples de projets que vous avez pu accompagner peut-être dans le cadre de vos missions? Oui, je vais essayer de donner des exemples concrets vraiment de sujets qu'on travaille avec les clients. Je ne peux pas tous les citer, mais ceux que je peux, je vais essayer de les citer. Alors, il y a un premier niveau qui est parce qu'on a vu ChatGPT et parce qu'il y avait toutes ces expériences sur les chatbots qui sont assez mal finies il y a quelques années, de recréer ces assistants de communication, soit des assistants grand public qui vont accompagner les clients sur des sites web, mais aussi des assistants d'assistants sur leur métier spécifique, donc des assistants très spécialisés sur des questions-réponses pour le service client, mais aussi de l'aide pour le community management
ou de l'aide pour des vendeurs, voilà, d'avoir d'assistants qui fonctionnent plutôt très bien avec des nouvelles façons d'indexer les données. Et donc là, il y a un grand niveau de sécurité sur comment on fait pour que cela ne sorte pas de l'entreprise. J'en parlerai un peu juste après. Et ça permet donc de créer ces nouveaux assistants. J'avais vu une question notamment sur les agents qui vont parler entre eux, et effectivement, on va avoir de plus en plus d'assistants qui pourront parler à d'autres assistants, voire avoir des processus qui vont passer avec plusieurs IA génératives, avec chacun leur rôle spécifique qui vont permettre de générer des choses. Je vais donner un exemple qu'on a fait pour Hachette, notamment. Donc Hachette a des problématiques d'éditoriaux sur leur site. Ils ont un très très grand nombre de livres qui se comptent en centaines de milliers, et ils veulent pouvoir faire des top 10, des listes tous les quelques jours de manière assez fluide et rapide. Et aujourd'hui, la problématique, c'était que choisir 5 à 10 livres sur un sujet précis dans une liste de centaines de milliers, c'était assez complexe pour des gens qui ne connaissaient pas tous les livres, donc ils devaient passer beaucoup de temps à voir avec les éditeurs pour pouvoir reconstruire. Ce qu'on a pu faire grâce à l'IA générative, c'est le choix de la sélection par rapport au sujet automatiquement, voire même le choix du sujet qui était proposé selon la date du jour, selon ce qui se passait dans l'actualité. Le choix de ces livres-là, la création automatisée des commentaires et du titre et de tout ce qui va avec. Et ensuite, effectivement, ça passait par une validation humaine qui pouvait modifier des choses avant de le valider. Et donc, on passait d'un travail qui pouvait prendre plusieurs jours à quelques minutes ou heures. Et donc, on a vraiment un gain de temps tout en essayant de garder une qualité qui permettait de faire ça. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Hachette. Et sur ça, il y a une vraie problématique. Il ne faut pas que les données sortent. Donc, je voyais dans les questions, il y a des questions, quelles sont des IA qui protègent davantage nos données? En fait, ce qui se passe en entreprise, c'est qu'aujourd'hui, les clients utilisent plutôt les modèles qui sont fournis par leurs fournisseurs de cloud. Donc, si on prend par exemple ChatGPT, on va utiliser la version OpenAI qui est dans Azure chez Microsoft, plutôt que la version d'OpenAI en direct, parce qu'on peut la localiser en France, donc pour des soucis de RGPD pour les clients français, mais aussi un peu partout dans le monde si on en a besoin. Et on va pouvoir aussi avoir une garantie que nos données ne sont pas réutilisées pour les entraînements et ne sortent pas de nos environnements Azure, voire on peut avoir des modèles privés sur certains environnements, et tout ça relié au reste de notre infrastructure qui est déjà là. Donc c'est comme ça qu'on utilise principalement ces modèles-là. Ça peut être exactement les mêmes, mais avec des garanties en plus à la fois de sécurité et de confidentialité des données. Je vais donner d'autres exemples. On travaille pas mal sur la création automatisée, notamment de fiches e-commerce, donc de descriptifs de produits, de descriptifs SEO, sur lequel aujourd'hui on est sur un processus qui peut être très long, en passant par des agences qui doivent comprendre le tone of voice de la marque, qui doivent comprendre comment on doit écrire, des guidelines très précises. Ce qui marche assez bien, c'est de donner des règles à une machine. Et donc, effectivement, ces règles qu'on donnait à des humains, on est capable de les reproduire. Alors, ça ne sert pas forcément à complètement bypasser l'humain, parce que c'est toujours la peur, c'est qu'on va remplacer l'humain. Mais ça peut servir qu'à la place d'avoir 3 mois de travail pour avoir une fiche de bonne qualité, on est capable d'accélérer ce travail-là en ayant en quelques heures une fiche d'une qualité correcte qu'on va pouvoir retravailler en 3 mois, là où ça n'était pas permis avec le temps. Donc, on a vraiment un gain de temps très, très fort et les marques sont assez friandes de ces sujets-là. On a aussi la même chose donc pour tout ce qui va être contenu éditoriaux. Tu parlais au début de mes sites automatisés, donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'ai des sites qui publient du contenu en temps réel, tout le temps, sans aucune vérification humaine. Donc effectivement, quand on fait ça en entreprise, on va avoir toujours un valideur qui va valider sur les réseaux sociaux. Mais on peut effectivement prendre une campagne, prendre un produit et créer tous les contenus qui vont avec, puis les refaire valider par les équipes qui aujourd'hui prenaient beaucoup de temps pour les écrire et qui souvent avaient un bottleneck qui était très limité. Et tout ça dans un cadre qui essaye de protéger le plus les données. J'ai pas mal de sujets de ce côté-là, côté marketing, qui sont très intéressants. J'ai vu une question, je peux y répondre rapidement, mais sur les sujets éthiques, et je pense que Perrine en parlera, il commence à y avoir des IA qui non seulement donnent leur base de données au départ d'entraînement, ce qui permet de savoir si on n'a pas été entraîné, et je conseille à toutes les marques de vérifier. Il y a un site qui s'appelle Have I Been Trained, et vous pouvez voir que toutes vos images ont déjà été entraînées dans ces modèles aujourd'hui. Et donc, par exemple, Adobe explique que sa base de données est plus éthique parce qu'ils n'utilisent que les images qui sont déjà dans Adobe et donc sur lesquelles ils ont des droits, sur lesquels ils peuvent le faire. Donc, il est possible aujourd'hui d'essayer de rendre éthique ces IA, mais c'est assez complexe.
Ce qu'on voyait sur Taylor Swift, en fait, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, hein. Il y a tout un monde parallèle qui s'est créé sur de la création, voilà, créer des images de ce type-là. Ça prend quelques secondes pour n'importe qui et c'est un vrai problème on va dire d'information qui va arriver dans les prochaines années avec ces outils aussi simples à utiliser. Qui existaient d'ailleurs déjà, en fait. Ce sont des questions juridiques qui existaient déjà, qui se sont amplifiées, en fait. Le phénomène, enfin, la démocratisation à super grande échelle et aussi rapide des outils d'IA, en fait, c'est une accélération, une amplification, une chambre d'écho à des problématiques qui existaient déjà. Évidemment sur les fake news, aujourd'hui à l'appui aussi d'images extrêmement trompeuses, de deepfake, etc. Il y avait beaucoup de choses, moi, qui me donnent envie de réagir. Harry, effectivement, tu disais quelque chose de super intéressant que Jérémy pourra commenter aussi dans les choix des outils. D'un point de vue réglementaire, si vous voulez vous rassurer, ça fait partie des chartes de bonnes pratiques qu'on met en œuvre en entreprise. C'est de faire un audit des outils disponibles et choisir par rapport à un certain nombre de critères de sécurité, Jérémy vous en dira davantage, mais aussi par rapport à de la compliance, donc du réglementaire, sur des outils selon leur lieu d'hébergement, bien entendu, que ce soit pour des questions de RGPD que vous connaissez déjà, mais aussi d'une manière plus générale, et ce sujet-là revient en force avec l'IA, pour des questions de souveraineté. Vous faites des choix orientés par rapport à des lieux de localisation, par rapport aux outils qui vous permettent de configurer, de paramétrer un entraînement avec les prompts, avec tout ce que vous fournissez l'IA ou pas. Et bien entendu, j'en ai pas encore assez parlé en intro, par rapport aux données d'entraînement initiales. Comment cet outil en fait s'est entraîné initialement, puisque vous avez sans doute quand même aussi été sensibilisé à cette question par rapport à ces immenses données d'entraînement nécessaires pour ces algorithmes pour être performants, pour éviter les hallucinations et les biais. Il faut utiliser d'immenses données d'entraînement. Et donc, ces données d'entraînement ont-elles toutes été légalement utilisées, notamment par rapport à des questions de droit d'auteur. Je donne juste un exemple pour rendre mon propos un peu plus concret. La question se pose beaucoup par rapport aux contenus de presse, qui sont des contenus protégés. On sait que ces algorithmes se sont beaucoup nourris de contenus de presse par rapport à la fiabilité des informations des contenus de presse. Ces contenus de presse sont protégés au titre du droit d'auteur et du droit voisin des éditeurs de presse. Et donc, les outils que vous utilisez vont avoir été plus ou moins légalement constitués, d'une certaine manière. Donc, ça vaut la peine de se poser la question, effectivement, quel outil je vais utiliser par rapport à tous ces différents enjeux. Ça s'appelle, dans nos recos, effectivement, prendre le temps de poser faire un audit des outils disponibles, et évidemment aussi sur des questions de sécurité sur lesquelles je ne m'aventure pas. Je laisse la main à Jérémy. Je vais prendre le bâton alors. Et juste pour répondre à la question sur le chat, je n'ai pas dit que ChatGPT n'était pas sécurisé. Le but en fait de notre intervention, et c'est là où c'est important d'impliquer les équipes sécu et légales, c'est vraiment dans la sélection des partenaires, où nous on va aller regarder des éléments de conformité. Est-ce que les données sont bien chiffrées? Est-ce qu'il y a un contrôle d'accès qui est en place? Est-ce que la ségrégation des données est bien effectuée? Combien de temps l'outil va garder, donc la rétention des données, combien de temps mes données vont être stockées sur cet outil-là. Il y a des aspects aussi comme tu disais, Perrine, de localisation et de souveraineté qui sont importantes selon les données que l'on va manipuler dans l'utilisation de ces outils-là. Donc, il y a tout un tas de questions qui est dans un process que l'on appelle de due diligence, où notre objectif, c'est de sélectionner des prestataires, des outils qui correspondent à nos exigences sécurité et les exigences légales pour pouvoir l'utiliser de la bonne manière. Après, il y a un autre aspect, c'est la configuration de l'outil tel qu'on va l'utiliser. Et là, Harry, tu as cité le fait que les données que l'on va envoyer en input ne sont pas réinjectées dans les pipelines d'entraînement du modèle. Ça, c'est quelque chose d'hyper important que nous, typiquement en interne chez PlayPlay, on va vérifier, on va s'assurer que nos données que l'on partage avec ces outils-là ne sont pas réutilisées pour entraîner les modèles. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc voilà, il y a tout un process de sélection de bons partenaires qui vont correspondre à la fois à nos exigences sécurité et légales et à la fois à nos exigences d'utilisation de bonnes pratiques que l'on peut avoir en interne.
Merci. Effectivement, on reviendra un petit peu plus tard sur justement tous ces enjeux sécurité légale et surtout comment on fait en fait par rapport à tous ces enjeux, comment on fait en tant qu'entreprise pour réussir à quand même intégrer ces outils dans les équipes. Perle, est-ce que tu avais aussi des exemples d'applications à nous partager? Oui, pour compléter ce que disait Harry tout à l'heure, il y a effectivement des entreprises déjà qui ont qui commencent de plus en plus à investir sur ces outils-là. Il y a des campagnes qui ont été générées à partir uniquement d'outils Diagène ou en tout cas avec un pourcentage assez important. Il y a une campagne Andiz, je ne sais pas si vous l'avez vu passer il y a quelques mois maintenant, où là c'était vraiment le visuel publicitaire. Donc typiquement, pour vendre un maillot de bain dans l'eau, c'est toujours une image qui est très difficile à avoir, à photographier, la qualité, la couleur rend pas, etc. Donc elle a été générée via de l'IA. Ça a été assumé d'ailleurs. C'était aussi un parti pris de pouvoir aussi communiquer auprès de ses clients dessus, avec une image labellisée. AXA aussi fait beaucoup de choses sur l'accessibilité des informations à la fois du consommateur sur les différentes plateformes d'AXA, mais aussi en interne pour avoir un meilleur accès à l'information client de manière, encore une fois, plus rapide, plus pertinente. Bon, donc pour tout ce qui va être un peu clienteling, c'est assez intéressant. Sur la partie aussi sales et CRM, avec des outils qui vont permettre, en fait, en étant plugués à votre CRM et à votre boîte mail, de pouvoir générer, en fonction du niveau de transfo du client ou du projet, ou de pouvoir générer automatiquement des emails. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut l'envoyer en tant que tel, mais en tout cas d'avoir une base qui permet de gagner du temps quand même sur la rédaction de l'email, que ça soit sur la partie sales, CRM, mais aussi d'un point de vue marketing d'ailleurs. Il y a aussi des utilisations d'applications qui sont faites notamment pour les métiers des RH, pour par exemple analyser, traiter des CV, des candidatures, simplifier le process, simplifier l'onboarding, l'expérience employée, avec notamment sur l'IAGEN, il y a plein d'applications autour de tutoriels, de génération en fait de contenu, notamment de traduction, vidéos automatiques qui sont faites. Donc par exemple, quand il y a des enjeux d'onboarding globaux ou de produire finalement, de se concentrer sur la production d'un asset en particulier, et après on va industrialiser sa traduction. D'ailleurs, là je parle des RH, mais en fait ça vaut pour tout type de contenu. Dans le juridique aussi, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place, de solutions. Là, il y a 4-5 startups qui ont pas mal bougé sur ces sujets-là ces derniers mois. Donc, on voit sur la partie aussi coding, qui est un métier qu'on voyait un peu jusqu'à présent comme étant intouchable. En fait, on voit pareil qu'il y a beaucoup d'assistants et de solutions qui sont en train d'être mises en place, qui vous permettent de générer du code déjà, encore une fois, on va dire, préfet, après à retravailler, mais tout ça, cybersécurité aussi. Sur la cybersécurité, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est la notion d'assistant et d'outils qui vont permettre sur finalement tous les métiers, tous les secteurs, parce qu'il n'y a pas grand secteur qui peut. Même, on dit les secteurs manuels, les artisans, ils sont pas. Ça les concerne pas, mais en réalité, si, parce que l'artisan, il a quand même une couche administrative, il a quand même. Et en fait, typiquement, tout ça, ça va pouvoir largement être simplifié. Donc, à tous les niveaux, le sujet étant, effectivement, quand on est dans une grande entreprise, qui a effectivement la partie un petit peu plus compliance et juridique, où il faut encadrer ça un maximum, rentrer dans les règles de l'entreprise. Mais on voit qu'il y a des cas d'usage, en fait, et c'est hyper important d'en prendre conscience, c'est que les cas d'usage, ils sont absolument partout. C'est pas cantonné là. Il se trouve que ce matin, on parle spécifiquement du marketing, mais c'est pas du tout cantonné qu'au marketing. En fait, il y a vraiment un impact et un intérêt dans tous les métiers et dans tous les secteurs. Et oui, il y a aussi une chose, c'est que je voulais préciser sur la partie marketing, production de contenu, communication au sens large, c'est que
Certes, ça permet en fait de pouvoir produire des contenus finaux plus rapidement, plus efficacement, mais ça peut aussi être une aide justement sur la partie créativité, par exemple pour construire des storyboards, pour faire sa veille, on en parlait là récemment, par exemple dans le cinéma. Ça aide vraiment au processus créatif avant même en fait de produire le livrable fini. C'est aussi des outils qui vont aider en fait vous en tant que communicant à challenger un peu en fait votre propre et à construire votre plan média, votre plan de com, votre plan marketing parce que vous allez pouvoir un peu challenger vos idées, quoi. Ouais, exactement. C'est Pour revenir juste sur 2 points qui ont été dit, puis il y a une question aussi qui était passée sur l'IA, sur de la masse de données, sur des données complexes, des budgets, des KPIs, comment utiliser dans Excel. Effectivement, il y a beaucoup d'IA qui préexistaient à tout ça, hein, faire des prévisions de budget. C'est des IA qui existent depuis assez longtemps. Ce que l'IA générative ici va rajouter, ça va être le fait de le faire en langage naturel, le fait de pouvoir avoir de la génération de graphiques, de choses de ce type-là, le fait d'avoir de l'analyse compréhensible par l'humain. Il y a pas mal de gens qui se sont lancés, par exemple, sur l'analyse de commentaires. Donc, on reçoit des milliers de commentaires sur des produits ou autres. L'analyser finement, c'est assez complexe. On peut faire du sentiment analysis, mais qui marche pas toujours très bien. Ici, on va pouvoir avoir un rapport journalier ou hebdo automatisé d'analyse de tout ça, avec ce qu'il faut faire, vraiment ce qui est ressorti et compréhensible par des humains qui sont pas forcément dedans. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça qui sont intéressants. Je voulais rebondir sur un autre point, je crois que j'ai oublié un peu ce que c'était de ce que disait Perle. En fait, il y a toute la partie créativité. On parlait là de storyboarding, par exemple. Ça va pas être utilisé mid-journée tel quel. On va plutôt reprendre le processus qui existe aujourd'hui, puis on va dire, j'ai besoin d'un outil sur lequel je vais pouvoir poser des images qui vont me créer un mood board automatisé. Ce mood board-là, je vais pouvoir le réutiliser pour affiner, grâce à de la génération de texte basée sur ces images-là, une compréhension d'un prompt qui va me refaire le storyboard, etc. En fait, on doit repositionner, et c'est le gros de notre travail côté innovation, hein, c'est repositionner ces process-là pour voir ce qui doit se déplacer, ce qui doit changer, ou là où ces outils vont pouvoir accélérer, améliorer des choses, ou là où ils ne seront pas utiles non plus, parce que parfois on n'a pas besoin, et il ne faut pas essayer de mettre des choses quand ce n'est pas nécessaire. Et donc, c'est vraiment cette revue de process qui est essentielle. Juste utiliser des outils de manière décorrélée ne va pas forcément influer assez pour avoir un gain substantiel, on va dire. Merci Harry. Et ouais, effectivement, on a aussi des questions là dans le chat, vu qu'on est sur les exemples un peu pratiques. On a une question de Clément qui nous demande quels impacts pour le SEO, notamment avec le lancement de Google SGE. Donc déjà, on peut rappeler peut-être ce que c'est Google SGE. Et je ne sais pas qui veut prendre la question parmi vous. Juste pour le rappel, pour rappeler que c'est donc voilà, on avait le SEO sur comment remonter dans les premiers résultats, on avait le SEM sur comment être dans les premières annonces, on va dire. Et là, il y a une couche supplémentaire qui est la génération des résultats par de l'IA générative qui va faire un petit paragraphe expliquant, vous cherchez un vélo, les meilleurs vélos en ce moment, c'est celui-ci, 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 ils vont renvoyer vers certaines pages. Et comme ça va être tout en haut de la page, effectivement, ceux qui seront cités dans cette génération sont avantagés, comme toujours. Alors, il commence à y avoir aussi des publicités. Bing, c'est quelque chose qu'ils ont testé depuis le départ. C'est-à-dire qu'il y avait des petits ads à des endroits qui étaient en fait des pubs réintégrées dans la génération. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. On a des gens en interne qui travaillent sur ce sujet. Parce que pour l'instant, ce ne sont pas des outils qui sont déployés à l'échelle mondiale. On est sur quelque chose qui est testé localement aux États-Unis, principalement par Google. L'impact, il reste sur le fait que les premiers résultats sont ceux qui sont réintégrés dans cette partie générative. Par contre, il y a toute une mécanique derrière où on va avoir des carousels pour passer comme on a aujourd'hui sur les produits. On va avoir aussi une mécanique de chat. En fait, je voudrais que le vélo il soit bleu. Là, on filtre. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des métadonnées sur ces sites, sur ces produits qui vont être bien tagués. Donc, il va y avoir toute une optique sur comment on va rentrer dans ces produits-là. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt ce type de choses. On reste sur le fait d'être en premier parce que c'est ce qui est réutilisé dans les premières recherches. L'IA générative ne va pas inventer les résultats. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle fait une recherche Google ou Bing, prend les résultats et ensuite les reprend et les réintègre dans du texte. Donc, c'est de la même manière que vous allez faire un résumé en faisant une recherche à quelqu'un. C'est de la même manière que c'est fait. C'est pas inventé, c'est vraiment ces résultats-là qui sont importants.
Merci Harry. Et effectivement, c'est vrai que tu disais que justement ces résultats ne sont pas inventés. On a un commentaire de Anna dans le chat qui nous explique aussi que par rapport aux données d'outils peut-être plus internes, ces données-là, elles sont pas créées par l'IA. Il faut déjà qu'elles soient bien structurées, bien mises à jour, et ça du coup qu'il y ait une intervention humaine avant même qu'elles puissent être traitées ensuite par des outils d'IA générative. On a une autre question plus juridique ici, par rapport à la traduction par l'IA d'une vidéo, une question de Clément. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter une clause au contrat de droit à l'image signé par les personnes qui apparaissent dedans, dans le cadre d'une traduction d'une vidéo? Alors d'une traduction, c'est-à-dire d'une vidéo image to text, ou je suppose que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui a été tournée en fait, une vraie vidéo avec peut-être des collègues de Clément. Je ne sais pas si Clément, tu veux peut-être nous en dire un petit peu plus J'imagine une dans le traduction chat. où on va refaire le labial Ouais. de la voix et on va Ah remettre d'accord, traduction dans ce sens-là, ok. Oui, alors c'est une excellente question. D'une manière générale, en fait, ce qu'on voit apparaître avec ces outils hyper performants d'IA générative, on l'a déjà un petit peu dit en intro aussi, c'est qu'en fait, on va pouvoir transformer tout format en tout type de format. Donc du texte en image, de l'image en texte, de l'audio en texte, etc. On va pouvoir traduire effectivement, donc si c'est ça la question. Et donc vous vous souvenez d'une manière générale que en droit d'auteur, ce qui est cédé, c'est ce qui est cédé explicitement. Donc si ce n'est pas cédé explicitement, a priori on part du principe que ce n'est pas cédé. Donc pour une exploitation spécifique à d'autres fins que ce qui avait été envisagé initialement, il faudrait des avenants pour pouvoir élargir les possibilités d'exploitation. Et donc il y a des enjeux très forts effectivement par rapport aux droits qui sont cédés actuellement par rapport aux exploitations via l'IA. Donc ça c'est pour ces je dirais ces exploitations secondaires, mais il y a de toute manière intérêt à se poser la question de les contenus que vous générez via de l'IA. Alors au passage, parce que j'ai du mal à suivre entre le chat et les questions, toutes les questions et toutes les observations, mais j'ai vu au passage quelqu'un qui demandait ce qu'il en était de l'obligation d'informer qu'un contenu est généré par de l'IA. C'est une très bonne question qui est à la frontière entre le juridique et l'éthique. Dans la réglementation en cours d'élaboration à l'échelle communautaire, donc il y a un règlement, le AI Act, à l'échelle donc de l'Union européenne, qui est en cours de finalisation. Je vous passe les spécificités d'adoption, mais en gros, cet acte, politiquement, il est adopté, il va entrer en vigueur avec un certain délai, puis les obligations vont entrer en vigueur avec un certain délai aussi. Mais d'ores et déjà, dans ce texte, on prévoit une obligation d'informer qu'un contenu est généré automatiquement par de l'IA. Par exemple, je vais prendre le cas le plus accessible quand vous êtes justement un site d'information. Vous devez informer que cette information a été générée automatiquement par de l'IA. C'est aussi, donc c'est la frontière du réglementaire et de l'éthique, parce que c'est aussi un positionnement dans cette publicité que citait Perle, c'est aussi un positionnement de dire en fait j'en fais un atout d'innovation, mais aussi un atout sur le plan éthique de vous informer que je vous trompe pas là-dessus. Ce que je voulais dire avec la réglementation en cours et tous ces délais de mise en œuvre et d'entrée en vigueur, c'est de faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec le RGPD. Vous vous souvenez que l'entrée en vigueur du règlement RGPD a fait beaucoup de bruit au moment de son entrée en vigueur, mais en réalité, c'était déjà en amont de son entrée en vigueur que les entreprises se préparaient. Et donc c'était ça aussi un peu mon message sur le plan juridique que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est de dire dès aujourd'hui, quand bien même la réglementation n'est pas encore en vigueur stricto sensu, c'est dès aujourd'hui qu'il faut solliciter vos équipes sécurité et juridique en tant que communicants pour dire élaborons notre charte de bonnes pratiques, comment on va fonctionner, adoptons voilà une position forte, que ce soit éthique ou pas. Et oui, vous avez très certainement intérêt à informer vos utilisateurs que c'est un contenu généré par de l'IA pour assurer cette transparence et aussi cette information, ce management de l'IA vis-à-vis de vos clients finaux, etc. Ça va être aussi différenciant qu'une entreprise au moment du RGPD qui s'est mise d'ores et déjà en conformité
par rapport à celles qui continuent à essayer de passer sous les radars. Donc ça, c'est assez important de se dire que cette gouvernance IA, c'est dès à présent qu'il faut la mettre en place au sein de vos entreprises, quand bien même l'obligation n'est pas encore entrée en vigueur. J'espère avoir un peu répondu aux questions. Quand on rentre un peu dans ces sujets-là, il y a beaucoup de choses à dire. Sollicitez-moi si j'ai pas tout dit. Juste pour compléter sur la partie Ouais, réglementation et très rapidement sur la partie cybersécurité, ça évolue aussi beaucoup. Bon, c'est une technologie nouvelle, donc il faut le temps que les standards, les normes se mettent à jour. Mais déjà, donc l'IA Act va intégrer des mesures de sécurité à mettre en place pour les entreprises qui utilisent des solutions d'IA. On voit des papiers sortir, donc pour être un peu plus précis, du NIST, qui est une organisation américaine qui fournit des normes et des standards sécurité. Pareil en Europe avec l'ENISA. Donc, on voit quand même beaucoup de mouvements actuellement sur lesquels on va aller vers l'identification des risques bien précis et la mise en place de mesures de mitigation pour couvrir ces risques. Donc, ça évolue aussi également grandement en ce moment côté cybersécurité. Sur les histoires de traduction labiale, c'est vrai que c'est une question qu'on ne s'est pas forcément posée quand on l'a utilisée dans le cadre d'entreprise, souvent parce que la personne était déjà au courant de ce qui allait être fait dès le départ. Donc c'était un accord, et puis c'est de rester des projets internes, comme disait Perle, pour faire en plusieurs langues des onboarding ou des tutoriaux, ce type de choses. Si on prend le côté complètement créatif, aujourd'hui les acteurs, par exemple, ont négocié des clauses aux États-Unis pour pas que leur voix puisse être réutilisée. En France, ça commence aussi, il commence à y avoir des clauses de ce type-là, notamment pour pas que ce soit fait sans leurs accords. Donc on pourrait se dire qu'on va vers cette direction-là aussi, mais je pense qu'il faut quand même séparer le fait de l'utiliser en entreprise, où aujourd'hui on l'aurait fait d'une autre manière, mais les gens sont au courant et participent activement à ces solutions, et il n'y a pas forcément besoin d'une clause spécifique d'un droit à l'image de quelqu'un qui de toute manière aujourd'hui faisait une vidéo, par exemple, comme on fait aujourd'hui, qu'on pourrait très bien traduire automatiquement derrière parce que ça vous permettrait de le faire en anglais et de le mettre autre part. Voilà, c'est peut-être deux sujets un peu différents. Le droit à l'image en entreprise est peut-être pas exactement le même que le droit à l'image des acteurs au cinéma. Non, c'est sûr. T'as bien raison, Harry. Il en reste pas moins que même en entreprise, on a le droit de s'opposer à certaines utilisations. Vous savez, que ce soit sur le terrain du droit à l'image ou du RGPD. Juste, je voulais pousser un peu aussi cette réflexion-là sur le fait qu'il y a ces usages exponentiels grâce à de l'IA générative questionnent aussi sur les droits post-mortem. Et notamment de l'utilisation, tu parles de la voix, qui est vraiment un élément d'un des droits de la personnalité extrêmement sensible, l'image aussi bien entendu. Une fois que la personne est morte, est-ce qu'on a le droit de la réutiliser puisqu'elle n'avait pas forcément donné son consentement, surtout pour des personnes mortes avant que ces outils arrivent sur le marché. Et donc aujourd'hui, on en vient à réglementer sur les droits post-mortem. En droit français ou continental, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas, alors que ça existe un peu plus, c'est appréhendé de manière plus naturelle dans le droit américain notamment, puisque c'est un droit plus patrimonial, alors que ça n'est pas du tout en droit français, c'est du droit moral. Et donc la réglementation vient à se poser des questions par rapport à ces usages-là post-mortem, mais aussi du coup dans les pratiques, vous pouvez d'ores et déjà vous poser la question de vos propres de ce que vous voulez qu'on fasse de votre image et de votre voix, etc., à votre décès, et en faire un testament, par exemple. C'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà envisager et qui va se généraliser. Un peu de la même manière, souvenez-vous, quand les questions à propos de que va-t-on faire d'un compte Facebook à ma mort, ces questions-là se posaient pas avant que Facebook se généralise, elles se sont posées. Vous êtes peut-être posé la question, vous l'avez peut-être organisé d'une manière assez tangible ou testamentaire. De la même manière se pose cette question dorénavant de l'utilisation de votre voix, de votre image par de l'IA après votre mort. Merci Perrine. Jérémy, peut-être, est-ce que tu pourrais on a commencé à en parler rapidement, mais est-ce que tu pourrais nous redire un peu quelles sont les préoccupations majeures en matière de sécurité qui sont liées justement à l'utilisation de l'IA générative? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, et après on pourra passer aux recommandations à donner justement aux équipes marketing? Oui, bien sûr. Donc, la première, donc on en a déjà parlé, c'est la partie divulgation de l'information sensible. Donc, je vais pas revenir dessus. Le deuxième, et qui est peut-être intéressant aussi et lié aux questions que tu as posées au départ, c'est qui utilise l'IA générative aujourd'hui.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que l'utilisation de l'IA générative qui est faite par ces personnes-là est bien connue par l'entreprise. Il y a un risque qui s'appelle le shadow IT, donc c'est l'utilisation d'outils ou de matériel comme un ordinateur qui n'est pas dans le périmètre de sécurité de l'entreprise, donc qui n'est pas géré et contrôlé par les équipes sécurité. Et ça, en fait, ça amène un risque. Donc, utiliser ChatGPT avec un compte perso ou avec un ordinateur perso pour traiter des sujets professionnels, c'est un risque qui est identifié en termes de cybersécurité. Donc, c'est là, encore une fois, où je vais sûrement me répéter, mais l'implication des équipes cybersécurité est vraiment importante dans l'utilisation de l'IA pour des besoins professionnels. Ensuite, il y a le risque sur les prestataires. Aujourd'hui, on voit, je pense, au moins une nouvelle solution IA qui sort chaque jour, toujours plus innovante que la précédente. Donc là, on est un peu dans la course à l'innovation. Et qui dit course à l'innovation, c'est qu'on veut sortir son outil toujours plus vite que son concurrent. Et donc, je peux imaginer que l'aspect cybersécurité peut parfois être mis un peu au second rang. Donc, ce qui fait que des outils vont arriver sur le marché avec une innovation extraordinaire, mais en minimisant l'aspect cybersécurité. Donc, c'est un risque pour l'entreprise. Il y a aussi des risques donc un peu plus spécifiques sur les modèles en eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit des cyberattaques qui arrivent sur la phase d'entraînement des modèles. Donc, on appelle des risques, c'est un peu plus technique, mais d'empoisonnement de la donnée, où en gros, on va influencer les modèles pour qu'ils fournissent des données erronées ou manipulées par un cyberattaquant. Et ensuite, il y a des risques sur le modèle en production, où là, encore une fois, via des prompts bien maîtrisés, on peut faire dire un peu n'importe quoi, on va dire, à des modèles pour caricaturer. Donc, c'est là aussi, il faut regarder la robustesse des différents modèles. OpenAI, par exemple, a une équipe de Red Team. Donc, c'est une équipe en interne qui est spécifique pour évaluer la résilience des modèles aux cyberattaques. Donc, ça aussi, c'est un élément qui va être hyper important dans le choix des modèles et dans le choix des prestataires. Et peut-être dernier élément, c'est tous les risques de sécurité classiques. Ça reste un outil et comme tout outil informatique, il y a des risques de sécurité classiques. Se connecter sur un outil d'IA avec un mot de passe faible, forcément, il y a un risque associé. Avoir des contrôles d'accès très faibles sur des outils d'IA, c'est aussi un risque sur l'utilisation des modèles IA. Donc voilà, il y a toute une panoplie de risques qui sont soit spécifiques à cette nouvelle technologie, soit communs à l'ensemble des outils informatiques. Donc c'est là où c'est important de bien les identifier et de bien sensibiliser les utilisateurs. Merci Jérémy. Et du coup, par rapport à tout ça, quand on est manager d'une équipe marketing, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour donc c'est quoi, on envoie un message à son chef de la sécurité. C'est quoi un peu les étapes à suivre là-dessus? C'est de les appliquer dès le départ. Enfin, on est des équipes quand même curieuses, donc on aime bien découvrir les use cases que nos collègues vont pouvoir identifier et on est toujours très, très surpris. Et voilà, c'est très bien. Tous les exemples qui ont été cités par Per et Harry sont quand même extraordinaires pour optimiser la production. Donc, je pense que c'est un dialogue au départ pour comprendre quel est le use case, comment ça va aider cette personne-là. Et derrière, on va avoir une approche appropriée, adéquate en termes de cybersécurité légale. Donc, on va les aider à choisir les prestataires. On va identifier les données qui vont être partagées avec ces prestataires-là. Et on va potentiellement poser des limites si vraiment on est au-delà de ce qui est autorisé en entreprise. Nous, pour prendre l'exemple de ce que l'on fait chez PlayPlayer, donc on a sorti une charte d'utilisation de l'IA qui reprend ces éléments-là. Quelles données on peut partager? Donc là, je pense que chacune des entreprises a son niveau de classification de données et c'est peut-être intéressant de s'aligner avec ce niveau de classification pour savoir quelles données on peut partager. Deuxième bonne pratique, c'est d'utiliser des comptes professionnels, donc ne pas utiliser des comptes personnels pour travailler sur des aspects professionnels. L'intégration d'un humain dans la chaîne de décision, je pense que ça aussi on l'a dit précédemment, mais c'est très important de ne pas se fier uniquement aux outputs des IA, mais mettre l'humain pour valider et revoir tout ce qui est donné par ces IA-là. Et le plus important, je pense, c'est vraiment l'aspect responsabilisation. Faire attention à ce que l'on fait, bien réfléchir, bien maîtriser, même si aujourd'hui, c'est quand même une grosse boîte noire où on ne sait pas trop
ce qui se passe dedans, mais je pense qu'il faut pousser à la curiosité pour agir de manière responsable. Et raison de plus, j'ai envie de dire, tant que c'est une boîte noire, ça suppose d'autant plus d'implication et de sensibilisation préalable. Je trouve que ce que vient de dire Jérémy, ça fait vraiment écho aux recommandations juridiques. Donc, j'ai envie de rebondir là-dessus. Effectivement, la feuille de route d'une IA responsable en entreprise, c'est d'abord de faire un audit des outils utilisés ou utilisables. Et vous allez effectivement voir au travers des différentes directions ou organisations de l'entreprise qu'il y a différentes préférences d'outils et tout. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire cet audit et permettre à Monsieur Sécurité en interne ou Madame Sécurité d'ailleurs, de faire ses recommandations par rapport à des enjeux de sécurité et également faire intervenir le juridique pour que le juridique puisse faire ses recommandations par rapport aux enjeux juridiques qu'on a évoqués déjà un peu plus tôt. Donc, il y a vraiment cette étape d'audit des outils et de classification des risques. C'est en lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins prendre tel risque par rapport à la performance d'un produit. Je sais que certaines entreprises, y compris PlayPlay, peuvent préférer un autre outil pour éviter de prendre un outil peut-être un peu moins performant à première vue, mais en fait qui engendre trop de risques pour l'entreprise et donc donc il y a vraiment des arbitrages super importants et intéressants en fait à faire. Donc ça, c'est la gouvernance des risques. Donc ça veut dire aussi que dans la feuille de route, mettre en place une gouvernance d'IA en entreprise, comme on a une gouvernance RGPD. Là encore, je fais un peu le parallèle, c'est un peu le même genre de maturité, d'appropriation de ces sujets, avoir des personnes, des interlocuteurs, faire remonter ces sujets aussi au niveau vraiment des instances de direction, pour qu'il y ait des choix aussi, in fine, qui soient faits en connaissance de cause, y compris par les instances de direction au plus haut niveau. C'est vraiment super important, surtout dans cette phase d'élaboration des chartes de bonnes pratiques. Il y a des choix très forts qui peuvent être faits, notamment sur ces questions de souveraineté dont on parlait plus tôt. Une fois qu'on a installé cette gouvernance, on va aussi, dans la feuille de route, instaurer des étapes de, bien entendu, de documentation technique, avec, selon les réglementations sectorielles, là encore, des obligations spécifiques outre l'IA, mais liées à l'IA. Des tests de robustesse, ça c'est sur l'aspect sécurité, mais aussi des tests de fiabilité par rapport au risque de biais. Là, en termes de communicants aussi, c'est vraiment quelque chose qui va qui va vous concerner. Et ça fait écho à ce qui vient d'être dit plusieurs fois aussi sous différentes manières. Votre outil IA, c'est votre assistant, mais c'est vous, in fine, qui êtes décisionnaire. Donc, il faut, en tant que décisionnaire, vous assurer que ce que votre assistant a fait ne comporte pas de biais ou de discrimination. C'est la notion aussi de fiabilité des données d'entraînement. Et puis, 2 points pour finir cette feuille de route. Ça suppose bien entendu cette sensibilisation en interne. Donc vous, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà vous approprier le sujet et ensuite faire remonter ou descendre pour que vos équipes et de manière transversale, tout le monde s'approprie le sujet de manière concertée. Ça a été dit, quelles données, quels outils, etc. Vous donnez vos règles. Et puis, bien entendu, aussi, après, par rapport à vos utilisateurs finaux. Selon vos métiers, vous allez avoir des utilisateurs finaux susceptibles d'utiliser les outils d'IA. PlayPlay a ses utilisateurs finaux. Et bien entendu, il y a dans la feuille de route des étapes à respecter pour vous assurer que vos utilisateurs finaux ont bien conscience qu'ils utilisent de l'IA, que par leur prompt, en fait, ils vont faire ingérer à l'outil des données. Donc il y a toute une responsabilisation, c'est un mot qui a été dit plusieurs fois aussi, une responsabilisation des utilisateurs finaux. Donc une appropriation en interne, une sensibilisation interne et une information, une responsabilisation des utilisateurs, je dirais, externes à l'entreprise. C'est votre rôle aussi de vous en assurer. Ouais. Et Perrine, tu parlais d'instaurer une gouvernance du coup à l'échelle plutôt de l'entreprise. Est-ce qu'il faut attendre justement que cette gouvernance soit instaurée avant de commencer à utiliser des outils d'IA à l'échelle de son département ou de son équipe? Je vais vous faire une réponse en 2 temps. La première réponse, c'est oui, bien sûr, attendez.
Et dans la pratique, je sais très bien que non, vous n'attendrez pas. Donc, pour ceux qui n'attendront pas, allez quand même voir votre légal et votre sécurité avant que cette gouvernance soit vraiment installée officiellement, pour à minima vous assurer que vous avez posé les bonnes questions et qu'ils ont jeté un œil. Donc, soyez les ambassadeurs de cette gouvernance IA. Mais n'attendez pas qu'elle soit installée pour aller vérifier auprès de votre responsable sécurité et juridique les bonnes pratiques, les précautions à prendre. Ouais, je vais rassurer Perrine et Jérémy, c'est quelque chose qu'on conseille à chaque fois de toute manière, hein, c'est sur le démarrage des projets, l'IT et la cybersécurité doivent être au courant de ce qui se fait pour éviter des shadow IT, et le légal doit être certain que ce qui est fait est permis, et aussi pour rassurer, la majorité des entreprises le font quand même. En tout cas, ceux qui ont les moyens, et c'est peut-être aussi la problématique, c'est que ceux qui ont les moyens vont prendre un peu plus de temps pour mettre ça en place. Ceux qui sont peut-être un peu plus petits, qui n'ont pas un service juridique ou autre, vont peut-être être tentés d'aller plus vite en coupant ça, mais avec des risques afférents à ces sujets. Ouais, je suis d'accord. Il ne faut pas se freiner sur l'utilisation de l'IA. Aujourd'hui, ça explose aux yeux de tout le monde. C'est à nous de nous adapter, de faire l'effort de se mettre en conformité. Bon, là, je dis pas de faire n'importe quoi, bien sûr, mais il faut, je pense, ne pas se freiner aujourd'hui avec toutes les possibilités qui nous sont offertes. Merci. Et on parlait aussi, Perrine, tu le disais, il faut aussi être transparent quelque part avec les utilisateurs finaux. Donc, si on utilise des plateformes, mais peut-être aussi avec son audience de manière générale, quand on fait de la communication et du marketing. Ça rejoint une question de Chloé dans le chat qui nous demande: pensez-vous qu'il faut informer les utilisateurs que c'est de l'IA générative uniquement si ce sont des images, donc comme l'image de la campagne Undies dont tu parlais, Perle, ou aussi informer les utilisateurs que notre contenu textuel résulte de l'IA. Donc, par exemple, avec l'exemple du top 10 de Hachette dont tu parlais, Harry. Alors, je pense que vous avez tous un avis. Je commence je rebondis. Moi, j'aime beaucoup cette question. Je trouve que la question se pose. Oui, il me semble que c'est intéressant d'indiquer qu'un contenu a été généré soit totalement par de l'IA, soit a été assisté par de l'IA en ayant un responsable éditorial. C'est, je vous dirais, en droit, la question s'est posée il y a quelque temps, maintenant ça remonte, au moment où l'appareil photo est apparu, est-ce que la photo était protégée par le droit d'auteur? Parce qu'en réalité, c'était une œuvre qui était créée avec l'assistance d'un appareil photo. D'accord? Aujourd'hui, on comprend que bien entendu, une photo peut être protégée par le droit d'auteur, selon certains critères d'originalité et tout. Mais néanmoins, le fait qu'il y ait l'utilisation d'un assistant technique qui est l'appareil photo n'empêche pas d'avoir créé une œuvre protégée. De la même manière, je trouve que un contenu qui est généré avec un outil d'IA générative, il va être soit intégralement généré avec de l'IA générative, et c'est important de le rappeler, soit ça va être un assistant, un outil. Et là, c'est votre créativité, c'est votre inventivité dans le prompt, c'est la précision du prompt, ce sont les éléments agglomérés que vous avez choisi d'utiliser, etc. L'outil est en fait votre médium, votre outil, et finalement vous arbitrerez sur la nécessité d'informer votre audience que ça a été généré avec l'assistance de l'IA générative ou pas, par rapport à ce curseur-là. Et que ce soit de la photo ou du texte, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que l'important, c'est vraiment d'être transparent sur le fait qu'il y a eu une intervention humaine plus ou moins grande. Ça renvoie à cette responsabilité éditoriale sur un contenu. Et ça fait écho aussi, juste pour conclure, à la question de est-ce que votre contenu va être protégeable par le droit d'auteur ou pas. Peut-être ça, je te vois y réagir, Harry. Peut-être ça que tu avais en tête aussi. Ouais, j'ai deux sujets sur ça. Il y a un premier sujet qui est un peu en dehors, qui est dans la partie référencement, où Google a déjà statué sur le fait que si c'est de l'IA ou de l'humain, ça ne l'intéresse pas. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si c'est compréhensible par un humain et écrit pour un humain, ce qui évite les fermes à contenu et les créations automatiques incompréhensibles. Mais ça n'intéresse pas forcément si c'est un humain ou une IA qui a écrit. Il y a un point sur lequel c'est un peu complexe quand on travaille sur ces générations de contenu, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de signature d'humain dans la majorité des contenus qu'on a sur les sites internet d'entreprise.
que ce soit des contenus, des descriptions d'entreprise, que ce soit des contenus même de blog ou autre. On va avoir juste des articles, pas toujours signés, qui vont être du contenu sur lequel, finalement, jusqu'à maintenant, ça ne nous intéressait pas de savoir si c'était en partie écrit par une machine, écrit par un humain, écrit par un humain puis traduit par une machine. En fait, on n'avait pas cette information-là. Est-ce que c'est important d'avoir cette information pour l'utilisateur alors que jusqu'à maintenant, c'était pas forcément important? Est-ce que c'est plutôt le contenu en lui-même qui était essentiel et sa qualité? Donc c'est là où je suis pas forcément certain, Perrine, par rapport à ce qui est en train d'être fait au niveau européen. Et effectivement, sur les droits d'auteur, le fait que l'humain publie in fine, est-ce que c'est pas ça qui garantit le fait que ce soit bien l'humain qui ait ces droits-là? Il y a quelqu'un qui a mis dans le chat et effectivement l'exemple est pertinent. Au Japon, il y a un livre qui a gagné un certain nombre de prix très très élevés, et l'autrice dit qu'elle a écrit 5% du livre via ChatGPT. Est-ce que de ce fait, le livre ne lui appartient plus, ou une partie du livre ne lui appartient plus, ou est-ce que c'est simplement des aides à la création, comme les journalistes ont depuis des années d'ailleurs, et c'est pas pour cela qu'ils indiquent qu'ils ont eu une aide à la création ou une automatisation d'une partie quand ils ont écrit. Donc c'est vrai que la question se pose. Ouais. Je voudrais juste rappeler, parce que c'est super important aussi pour tout le monde de garder ça en tête, sur vos contenus de sites institutionnels. Effectivement, il n'y a pas de signature comme ce serait le cas sur un site de presse où on a un journaliste auteur d'un article. Sur les sites institutionnels, il n'y a pas de signature, mais il y a quand même un responsable éditorial, il y a quand même une responsabilité, et c'est quand même toujours, in fine, une personne physique et le responsable de la publication. Et donc, ça veut dire que les contenus sont assumés par une personne. Et ça a énormément d'incidences juridiques, puisque, in fine, que votre contenu soit généré par de l'IA ou pas, vous en assumez ce qui est diffusé, d'accord? Ça, c'était juste un petit rappel. C'est pas parce qu'il n'y a pas de signature d'une personne, auteur de l'article, qu'il n'y a pas de responsabilité. Ce qui va vraiment être important, c'est cette responsabilité par rapport au contenu que vous diffusez sur vos sites institutionnels. Et effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant de se poser la question en interne. Il y a des choix différents qui sont faits dans des chartes éthiques sur l'IA selon les entreprises, où le curseur, ce fameux curseur entre totalement généré par de l'IA ou avec l'assistance de l'IA, et à quel degré, à quel point ça doit être porté à la connaissance on va dire, des internautes qui visitent votre site, par exemple. Et après, il y avait un deuxième point super intéressant que tu évoquais, Harry, sur les droits d'auteur. La question se pose et passionne les juristes, donc je suis pas sûre de rentrer vraiment dans le détail de cette question sur le droit d'auteur. Est-ce que une machine peut être titulaire de droit d'auteur? La réponse est quand même mondialement plutôt non. C'est toujours une personne physique. Néanmoins, est-ce qu'on accepte que quand une personne a prompté une machine, donc là on parle bien d'IA générative, est-ce qu'elle peut néanmoins être titulaire des droits d'auteur? Et bien là, on va avoir des divergences, et notamment il y a des divergences qui se dessinent, notamment avec la réglementation japonaise qui est assez en avance là-dessus. Et donc c'est une question vraiment passionnante, mais difficile de rentrer vraiment dans le détail technique des enjeux juridiques. Le fait est qu'il faut se souvenir que seule une personne physique peut être investie des droits d'auteur, ou une personne morale si elle est ab initio investie. Bon, je passe les détails aussi, mais en tout cas pas une IA. Mais concrètement, conseil pratique, revoyez toujours les conditions générales d'utilisation de votre outil, puisque si vous voulez vous approprier un output à l'aide d'un outil d'IA, c'est quand même et toujours la relation contractuelle que vous avez avec votre fournisseur qui va aussi donner le là, enfin autoriser ou pas, et jusqu'à quel point vous allez être le titulaire des droits de l'output. Veillez aussi à vérifier ces conditions-là, d'où l'intérêt d'aller questionner votre légal et votre sécurité aussi. Il y a certains outils en mode gratuit, notamment, où on ne peut pas publier commercialement ou utiliser commercialement certaines images ou textes construits, ou alors qu'ils appartiennent toujours. Effectivement, c'est pour ça qu'on rentre souvent dans des cadres de contrats d'entreprise avec ces entreprises-là pour bien statuer. Il y a même des modèles open source sur lesquels on n'a pas le droit de les utiliser commercialement. Ça va être très difficile à vérifier qu'un modèle a été utilisé, mais aujourd'hui, il y a des modèles comme ça où on se dit c'est open source, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. C'est pas le cas. Il y a des licences spécifiques, donc il faut faire effectivement attention. Il y avait un autre point, parce que tu parlais de la législation japonaise. Le Japon a déjà statué, par exemple, que tout contenu public peut être utilisé pour de l'entraînement d'IA,
Ça veut dire que si vous avez du contenu que vous avez mis sur votre site internet, il est utilisable par de l'entraînement, ce qui est un peu l'inverse de ce que nous, on est en train de voir en Europe. Mais ça veut dire que pour une marque, si elle a du contenu au Japon, si je fais un modèle au Japon, et ben, je peux l'utiliser, alors qu'en Europe, on va peut-être protéger ça. Et ça va poser des problèmes parce que ces modèles sont mondiaux, multilingues. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce qu'il y aura des modèles qu'on pourrait laisser qu'au Japon et donc tout le monde va aller se placer au Japon. La question se pose aussi de ce côté-là. Oui, alors c'est une question vraiment super importante, assez technique. Vous avez en effet en droit européen un droit déjà en vigueur, hein, puisque c'est une directive de 2019 qui ouvre une brèche d'exception par rapport au droit d'auteur. Donc en pratique, vous avez un droit d'auteur sur vos contenus, pour simplifier, on part de là. Sauf que cette exception, elle donne le droit à des bots de passer en fait sur tous vos contenus disponibles sur le web pour se les approprier à des fins donc d'entraînement, à des fins d'apprentissage. Sauf à nouveau, donc il y a une exception à l'exception, le fameux opt-out, dont vous avez peut-être entendu parler, si vous décidez d'indiquer dans vos CGU ou dans vos codes que vous refusez que ces bots-là ne crawlent votre site à des fins d'entraînement. Donc, il faut bien différencier les crawls d'indexation et les crawls à des fins d'entraînement. C'est ce dont on parle, c'est le TDM, l'exception du TDM, Text and Data Mining. Et donc, en Europe, effectivement, on a par défaut finalement autorisé ces crawls, mais on a quand même rappelé que, en vertu du droit d'auteur, les ayants droit avaient le droit de dire non, je ne veux pas. Après, ça pose plein de questions très très délicates en interne, d'où l'intérêt aussi de faire remonter vos réflexions sur l'usage de l'IA dans vos entreprises. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à ce que mon contenu serve à nourrir les bases d'entraînement ou pas? Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Et donc, il y a des avantages et d'inconvénients à s'opposer à ce text and data mining à des fins de protection de la valeur de son contenu ou à des fins d'entraînement. Bon, voilà, ça, il n'y a pas de réponse générale à donner, mais c'est effectivement un sujet aussi à garder en tête. Est-ce que vous voulez protéger votre contenu par rapport à ces bots qui crawlent tout le web ou pas? Et ça rejoint une question de Bruno qui était dans le chat. Comment on s'assure concrètement en fait que ces inputs ne sont pas réutilisés par les IA? Ça, c'est des configurations qui sont offertes par les prestataires et les modèles. ChatGPT, typiquement, dans un modèle enterprise, par défaut, n'utilise pas les inputs pour entraîner leur modèle. Sur l'usage personnel, c'est une option à aller chercher soi-même, si je dis pas de bêtises. Mais pour les modèles enterprise, l'historique. Voilà. Si vous voulez l'historique, vous êtes obligé d'accepter que vos données sont utilisées pour l'entraînement. Donc, c'est une configuration à faire par soi-même. D'où l'intérêt d'utiliser un outil entreprise plutôt que votre outil perso en entreprise. Super, bah merci à tous. Il va bientôt être 11h, donc notre session va se terminer. Si vous avez encore quelques questions à poser à nos experts, allez-y. Et sinon, on essaiera aussi de répondre aux questions aussi par écrit quand on vous enverra le replay. Est-ce que sinon vous avez des petits mots de la fin, si vous avez un conseil en particulier à donner à notre public aujourd'hui, ce serait quoi? Harry, par exemple. Effectivement, je pense qu'on en a pas mal parlé, mais tester, essayer, faire attention quand on essaie sur des outils gratuits ou qu'on trouve un peu n'importe où sur Internet, réfléchir, prendre le temps en fait de pas se dire ça va remplacer tout mon processus, mais plutôt comment aujourd'hui ça va se réintégrer, ce qui va permettre de toucher à différents métiers, d'intégrer aussi les personnes qui ont potentiellement peur d'être remplacées. On parlait des remplacements des graphistes. En fait, aujourd'hui, je connais beaucoup plus de graphistes qui commencent à utiliser ces outils dans leur workflow, qui leur permet d'accélérer la réflexion, qui leur permet de faire un certain nombre de choses. Donc, de tout de suite intégrer les équipes dans ces sujets-là, de passer un peu de temps à réfléchir, ce qui va permettre de concrètement les mettre en place. Et puis, effectivement, il y a un côté formation aussi. À la fois la formation, on parlait juridique, sécurité, qui est essentielle, mais aussi de la formation de création et d'utilisation
comprendre ce qui se passe derrière, ouvrir le capot, pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est quoi les limites, qu'est-ce qui va se passer demain, ce qui va rassurer aussi sur le côté magique, mais aussi permettre de comprendre ce qu'on peut réellement en faire. Ouais. Et ça rejoint, Perle, ce que tu nous disais, encore une fois, sur le côté assistant et outils. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aujourd'hui? Pour rebondir un peu, je pense que le sujet clé à ce stade, c'est quand même la curiosité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas une condition ce qui est en train de se passer, tous ces outils-là. C'est une réalité. Et ça va avoir un impact sur notre manière de travailler. Ça, moi, j'y crois profondément. Et c'est pas un enjeu que ça soit positif ou négatif, c'est que ça va avoir un impact. Après, justement, comment on fait en sorte pour que ça ait un impact positif? Et je pense que le sujet, il est là. Donc, c'est là où il faut dépasser les craintes. Et il faut pas se poser la question, et moi, de toute façon, ça me concerne pas, ou de toute façon, si, ça vous concerne, de manière directe ou indirecte, ça vous concerne forcément. Donc voilà, il faut plutôt l'accueillir, être curieux, intégrer les différents sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, de droit, d'utilisation, ça prend un peu de temps, mais voilà, encore une fois, c'est pas une condition, c'est une réalité. Donc voilà, faut y aller. Ouais, et autant s'en saisir du coup plus tôt que tard. C'est ce que tu disais, Perrine. Il faut savoir en fait ce qu'on veut en faire et commencer à se positionner maintenant parce que derrière on va être obligé en fait avec la réglementation. Oui, et j'ai vraiment envie, comme mot de la fin, de dire que dans l'esprit de certains, le juriste est un empêcheur de faire, et moi, mon discours, c'est vraiment de dire allez-y dès maintenant, mais allez-y main dans la main avec sécurité et juridique, ça va être passionnant. Et oui, complètement d'accord, il vaut mieux s'en emparer plutôt que de s'en effrayer. Et n'attendez pas non plus qu'une réglementation soit en vigueur pour appréhender les enjeux juridiques. Au contraire, vous serez d'autant plus fort, prêt, différenciant et tout, que vous avez fait ce travail en équipe, et ça redonne aussi beaucoup d'humain d'aller voir vos partenaires des services à côté. Donc, n'hésitez pas à y aller. Exactement. Jérémy, quelque chose à rajouter là-dessus? Non, tout pareil. Juste, impliquez-vous, ne vous freinez pas. Ce sont les équipes sécurité légales ne vous veulent que du bien. Et voilà, il faut utiliser, je pense, l'intelligence collective parce que tout le monde a des bonnes idées. Et si on crée une bonne gouvernance, une bonne dynamique en entreprise, ça va favoriser les échanges et la mise en place de bonnes pratiques communes. Donc voilà, ne vous freinez pas, mais parlez-en et impliquez les équipes cybersécurité et légales, bien entendu. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour ces discussions très, très riches, tous ces conseils très pratiques. On reprendra toutes les différentes questions par écrit quand on vous enverra le replay et des petites ressources complémentaires. On vous fera parvenir aussi un questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé de la table ronde et aussi nous dire s'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez qu'on aborde peut-être dans de futurs contenus table ronde. Voilà, merci infiniment à tous les quatre. C'était très, très intéressant et bonne journée à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.